Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Tout savoir sur l'immigration. C'est toujours avec plaisir qu'on est derrière ce micro pour vous présenter une nouvelle émission. Mon nom c'est François Jean-Denis, consultant canadien accrédité en immigration. À la mise en onde de Junie Limage, au micro 2, Michel Jean, bonsoir. Bonsoir maître François Jean-Denis, bonsoir Junie, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Alors comme vous l'entendez, nous sommes là, l'équipe au grand complet, pour vous présenter votre seule émission Immigration au Canada. Et comme je vous ai toujours dit, quand je dis la seule émission Immigration au Canada, oui, la seule émission mur à mur qui vous parle simplement de l'immigration. Alors vous cherchez des réponses pour toutes vos questions concernant l'immigration. C'est le moment de ne pas vous faire déranger. Alors si vous faites partie des gens qui viennent du Chili, Pérou, du Brésil, les gens qui fuient les États-Unis pour le phénomène de Donald Trump, soyez assurés, vous allez probablement écouter, entendre peut-être quelque chose qui va vous faire plaisir. Alors, restez là, ne bougez surtout pas, vous allez tout savoir sur l'immigration. On salue tous ceux qui nous écoutent un peu partout, ici dans la province du Québec, ensuite au Canada, dans le reste du Canada, tous ceux qui nous écoutent, surtout à Toronto, à Halifax, avant d'arriver en onde, quelqu'un nous parlait et puis nous disait que oui, il nous écoute régulièrement et ça fait plaisir. On salue également ceux qui sont aux États-Unis qui nous écoutent. Alors cet après-midi, on a parlé à Marlène Bastien, et je sais que cet après-midi, on devait avoir une manifestation à Miami, en Floride, parce que on veut protester, on veut vraiment rencontrer les leaders du Congrès, parce que d'ici le 6 novembre, on aura une réponse, c'est-à-dire le gouvernement américain va prendre une décision concernant le programme de TPS pour les Haïtiens, pour les Honduriens et pour les Salvadoriens. On va vous parler de ça. Et le 22, c'est la date officielle où l'on va annoncer. Alors le 6 novembre, on va prendre la décision pour ces trois groupes-là. Et c'est plus que presque de 300 000 personnes qui sont concernées. Et là, on va savoir exactement ce qui va se passer. Marlène Bastien organise aujourd'hui une manifestation. Elle nous dit, si elle a le temps, elle va nous parler d'ici 6h45, 6h50, parce que on veut savoir ce qui se passe là-bas et puis comment les Haïtiens se mobilisent. On devait faire ça bien avant, mais malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Alors, on suit de très près cette information-là et on va vous donner des chiffres parce que les gens qui nous disent que l'impact que ça va avoir si jamais près de 300 000 personnes devraient quitter. Il y a à peu près 50 000 Haïtiens, il y a à peu près 160 000, on va vous donner tous les chiffres, mais c'est autour de 300 000 Salvadoriens, Haïtiens, Honduriens qui devraient quitter d'ici le mois de février, janvier-février, qui devraient quitter les États-Unis. Alors l'impact que cela va avoir. En même temps, on salue ceux qui nous écoutent aussi en Haïti, notamment dans le département du Sud avec Radio Macaya, département du Sud-Est, Radio Télé-Express, département de l'Ouest, c'est Radio Solidarité. Tous ceux qui nous écoutent et qui attendent, qui veulent avoir une information, parce que là, lorsqu'on parle aux gens, ils sont découragés et on les comprend parce qu'effectivement, ils ne savent à quel sein se vouer, ils ne savent pas de quoi demain sera fait. C'est une situation extrêmement compliquée. En ce sens-là, ils cherchent des solutions, mais c'est pas facile. Alors, ce soir, à l'émission, nous allons vous donner les nouvelles concernant l'immigration et il faut suivre attentivement une nouvelle qu'on va vous donner. C'est le Québec a donné son plan d'immigration. Et vous allez voir, au Québec, la majorité des gens qui viennent au Québec viennent de l'Asie. 47% des gens qui viennent au Québec viennent de l'Asie. Ensuite, on a l'autre pourcentage de 21% de l'Afrique, 18% de l'Europe, et il reste un 13% pour l'Amérique. Alors, vous comprendrez pourquoi c'est
tellement difficile pour quelqu'un qui est en Haïti de pouvoir venir au Québec parce que déjà dans le plan, on prévoit un pourcentage. Le pourcentage le plus faible est réservé aux gens d'Amérique. Et quand on parle des gens d'Amérique, on parle des États-Unis. Les États-Unis, des gens qui viennent aussi, qui immigrent également ici. On parle des Antilles. Alors c'est extrêmement compliqué, on va vous en parler. Et en même temps, on va vous parler de la situation des Haïtiens. Même en Guyane, le président Emmanuel Macron a dit que désormais, il va mettre des structures pour empêcher aux Haïtiens de rester en Guyane. Partout où les Haïtiens veulent aller, il y a des barrières, il y a des obstacles qui sont dressés devant eux et puis voilà la situation. Alors ensuite, on va essayer de parler pour les gens qui sont également ici, c'est-à-dire la situation à la CISR. Cette semaine, on a appris sur la plume de Lise-Marie Gervais du Devoir, journal du Devoir, on n'a pas encore traité 5% des demandeurs d'asile, 5% des demandes d'asile pour l'été. Les 11 000 personnes qui sont venues, il n'y a pas encore 5% de ces cas qui ont été traités. Dernièrement, on disait, oh oui, on a accepté 50% à la Moneuil. Vous voyez, 5% de ces cas n'ont même pas encore été traités. Alors, quand on dit 50% ont été acceptés, c'est comme si là, tous les gens, on pensait qu'il y a beaucoup de cas qui ont été acceptés, même pas 5%. Alors, vous comprendrez que la majorité des gens sont en train d'attendre et puis la situation est de plus en plus difficile. On va vous en parler. Alors, c'est sûr qu'on prévoit d'être avec vous jusqu'à 7 heures et on a beaucoup d'informations à partager avec vous. On prend la première pause. Tout de suite après, on y revient pour la suite du programme. Allô? Allô, mon amour. Moi, faut passer ouais mon oncle là à Montréal-Nord. Je ferai le transfert pour ta maman dès mon retour à Montréal, à l'un des bureaux de la Unitransfert. Qu'en penses-tu? C'est vrai que la Unitransfert a 2 bureaux à Montréal, au 90-81 Boulevard P9 et au 679 Jarry-Est, ainsi que plusieurs agents. Cependant, à Montréal-Nord, non loin de la rue Arthur-Chevrier, tu trouveras la Unitransfert aux places suivantes. Le magasin 509 multiservice réparation de téléphones cellulaires au 11 814 Boulevard Langelier, coin Maurice Duplessis, dépanneur Normandie-Dijon, 6345 rue de Dijon, coin Roland, et restaurant chez Mamie, 12 265 Boulevard Roland, coin Arthur-Chevrier. Alors à plus tard, chérie. Ciao, ciao, à plus. Unitransfert, chaque jour, plus proche de vous. Info 514 852 86 48. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Oui, frère Bob, les temps sont durs. Michel Studio de Beauté pense à ses clients. Pour vous, les belles créoles, lavage simple, $20. Permanente, $35. Et pour vous, messieurs, coupe pour enfants, $8. Adulte, $10. Lundi et mardi. Allez vite, car c'est pour un temps limité. 91 37 P9 au coin de la 46e. Téléphone 514-321-9415. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on vous rappelle les numéros de téléphone à partir desquels vous pouvez nous rejoindre. En Haïti, c'est le 48 20 78 18, le 22 09 76 82. Ensuite, on a 2 numéros ici au Canada. On a le 438 876 9398, mais au bureau directement, c'est le 438 382
9398. Vous pouvez aller sur le site internet de Vision Max Service, www.visionmaxservice.com. En même temps, on a l'émission qui est diffusée sur le site, sur la page Facebook de Vision Max Service chaque lundi. Et vous pouvez écouter l'émission Tout savoir sur l'immigration si jamais vous n'avez pas le temps d'écouter samedi. Et en même temps, le mercredi, on a une reprise. Vous pouvez écouter, même si ceux qui sont à l'étranger, vous pouvez aller sur le site de la radio CPAM et vous allez écouter l'émission sur Radio CPAM chaque mercredi de 6h à 7h. Le téléphone WhatsApp, c'est 438-876-9398. L'adresse courriel, partout où vous êtes, si vous voulez nous écrire, c'est info@visionmaxservice.com. Alors, on commence avec les nouvelles. D'abord, on apprend que un Canadien sur 5 est né à l'étranger. Alors, les questions, on dit que c'est sur la plume de Marie-Claude Frenette. Elle dit que les questions d'immigration ont fait les manchettes au cours des derniers mois. Elle a pu trouver les données du recensement 2016 qui était publié cette semaine et qui donne un portrait de l'évolution réelle de la population immigrante canadienne qui représente dorénavant 21,9% de la population totale, soit plus d'un Canadien sur 5. La dernière fois qu'on a eu un taux aussi élevé, c'était en 1921, on a eu 22,3%. En 2011, on a eu 20,6%. Et là, maintenant, on est passé à 21,9%. Ça veut dire quoi? Sur chaque 100 Canadiens, il y a 20 qui sont nés à l'étranger. On dit qu'il y a à peu près 7 540 830 personnes qui sont nées à l'étranger. En 2011, c'était 6 775 765 immigrants qui avaient été recensés. Alors, c'est sûr qu'on sait qu'on ne rentre pas dans ce débat. C'est que nous sommes tous des immigrants. Ça dépend, par exemple, de la date à laquelle nous sommes arrivés. Ça veut dire que là, mais pour rester dans le cadre de cet article-là, alors on va définir immigrant, quelqu'un qui a quitté son pays, à qui les autorités de l'immigration ont accordé le droit de résider au Canada. Alors ça, c'est comme ça qu'on définit immigrant. Et là encore, nos enfants qui sont nés ici, pour la plupart, on continue à les appeler immigrants. Et des fois, on se demande jusqu'à quand on est immigrant ou bien est-ce qu'on sera immigrant toute notre vie. Même les enfants, même les gens qui habitent, qui sont nés ici, s'ils sont de couleur noire ou bien s'ils sont, par exemple, des minorités visibles, on va continuer à les appeler des immigrants, même si on sait qu'ils sont nés ici au Canada. Alors, on dit que dans la plupart des autres pays en développement, les taux d'immigration sont beaucoup plus faibles. Le seul pays qui ressemble au Canada en matière d'immigrants, c'est l'Australie. Monsieur Rachad Antonius, qui est professeur en sociologie à l'UQAM, rappelle que cela s'explique notamment par le fait que le Canada et l'Australie sont deux pays récemment colonisés. Ce sont deux pays qui ont des territoires énormes, qui ne sont pas encore urbanisés et habités partout, et donc qui cherchent à augmenter leur poids démographique relatif, précise le professeur Rachad Antonius. Il dit que pour les pays d'Europe, par exemple, l'immigration revêt une toute autre importance. L'immigration n'a jamais été une sorte de choix politique. Les pays européens ne disent pas « nous sommes un pays d'immigration ». Ils disent « nous sommes un pays établi et nous acceptons des immigrants pour des questions de droits de l'homme ou par besoin de travailleurs ». Vous voyez la différence? Le Canada, l'Australie vont dire « nous sommes un pays d'immigration ». Mais en Europe, on dit « on est un pays établi et on accepte des immigrants pour des questions de droits de l'homme ou par besoin de travailleurs ». À titre de comparaison, la proportion d'immigrants du Canada est la plus élevée parmi celles des pays du G8. Statistique Canada prévoit que d'ici 2036, le pourcentage sera de 24,5% à 30%. On constate également que le flot de nouveaux immigrants est pour la plupart stable. On dit qu'entre 2011 et 2016, le Canada a accueilli 1 212 075 nouveaux immigrants, comparativement à 1 162 915 en 2006 et 2011. Alors, c'est ça, et on dit en même temps que les immigrants sont toujours attirés par les grands centres,
Toronto, Vancouver et Montréal demeurent les lieux de résidence de plus de la moitié des immigrants arrivés au Canada entre 2011 et 2016. Plus précisément, 61,4% du nombre total d'immigrants y résident. Dans les trois grandes villes, Toronto, Vancouver et Montréal, on retrouve 61,4% du nombre total d'immigrants. Ensuite, on dit que des Philippins, des Indiens et des Chinois. Les Asiatiques continuent de chérir le Canada comme terre d'accueil. Leur continent demeure la source de nouvelles immigrations au pays. En 2016, 61,8% des nouveaux immigrants étaient nés en Asie. Avez-vous entendu ça? En 2016, 61,8% des nouveaux immigrants étaient nés en Asie et on a par exemple 7 des 10 principaux pays de naissance des immigrants récents. C'est des pays asiatiques comme les Philippines, l'Inde, la Chine, l'Iran, le Pakistan, la Syrie et la Corée du Sud. Alors, comprenez bien ceci. Sur chaque 10 immigrants qui arrivent au Canada, il y a 6 qui viennent de l'Asie. Combien de continents y a-t-il? Il y a 5 continents. Il reste 30% pour 4 continents. L'Europe, on a l'Amérique, on a l'Afrique, ok? On a l'Océanie, on a les 4 continents. On a à peu près 30% d'immigrants pour les 4 continents. Et ensuite, on dit le Nigeria, l'Algérie, l'Égypte, le Maroc et le Cameroun étaient les 5 pays de naissance des immigrants les plus récents. Alors, ça veut dire que voilà la situation. En même temps, suivant ce recensement de 2016, 78,5% des immigrants nés à l'étranger ont déclaré avoir une langue autre que le français ou l'anglais comme langue maternelle. Vous voyez ça? 78,5% des immigrants ont une langue autre que le français ou l'anglais comme langue maternelle. Alors, vous voyez, ces gens ne parlent pas et le français ou bien l'anglais. Vous allez voir tantôt, et ce qui est un fait étonnant, le Québec comme province francophone accueille plus d'Asiatiques. Et en Asie, vous avez 2 ou 3 pays qui parlent le français, c'est le Cambodge, c'est le Laos. Ça veut dire qu'on a ces 2 pays qui parlent le français. Et tandis que 47% des immigrants qui arrivent au Québec viennent de l'Asie, notamment, ça veut dire que des pays comme Hong Kong, des pays comme la Chine, ça veut dire que, et après vous allez entendre, les dirigeants du Québec vont dire, ah oui, il y a des tests qui ont été faits de façon frauduleuse parce qu'on ne comprend pas que des Chinois parlent français. Alors voilà la situation. Alors j'ai pris le temps de vous expliquer parce que lorsque vous faites une demande de permis d'études, permis de parrainage, quand vous voyez que votre demande est refusée, et souvent vous avez tendance à dire, ah non, pourquoi pas, pourquoi on en a fait ça? Alors il faut comprendre la politique qui est en arrière de tout ça. Ce n'est pas un hasard si on refuse des cas, c'est parce que ça entre dans un plan d'immigration. Déjà on dit qu'on fait venir des gens qui nous apportent de l'argent. Vous ne pouvez pas apporter de l'argent, ou vous ne pouvez pas apporter des connaissances, on n'a pas besoin de vous. C'est bien ça. Alors, et ça c'est pour la situation, le portrait. Pour les minorités visibles, on dit des 7,7 millions de minorités visibles recensées en 2016, 30% sont nés au Canada. La hausse du nombre d'immigrants provenant de pays non européens, de même que du nombre de leurs enfants et petits-enfants nés au Canada. Alors, on a les Sud-Asiatiques, les Chinois et les Noirs qui forment les 3 principaux groupes de minorités visibles, chacun dépassant une population d'1 million de personnes. Maintenant, on va voir au Québec comment ça se passe. On dit que entre 2011 et 2016, la grande région de Québec a accueilli 13 445 immigrants, soit presque autant que pendant les 10 années précédentes. Les immigrants représentent maintenant 5,7% de la population, selon les données publiées par Statistique Canada. Parmi la population immigrante de la ville, de la grande région du Québec, là, c'est pas la province du Québec, de la grande région, les Français sont toujours plus nombreux et représentent environ 18% des immigrants de la région. OK? Et en même temps, on a les Colombiens, on a les d'autres pays d'Afrique, par exemple, et ensuite le Brésil et Haïti, ce sont ces gens-là
qui complètent le classement. Alors, vous avez compris, et tout tantôt, on va y revenir avec le plan d'immigration du Québec. Maintenant, regardons, par exemple, et c'est une nouvelle pour les gens qui sont ici, qui parlent français. La Commission de l'immigration et du statut de réfugié a un besoin urgent d'interprètes à Montréal. Alors, vous qui êtes ici, qui venez d'arriver, vous êtes résident, vous êtes citoyen canadien, vous parlez français et vous ne savez pas vraiment si vous cherchez des emplois, mais vous n'avez pas encore trouvé. Voilà une possibilité qu'on vous offre. La commission est actuellement à la recherche d'interprètes pour ses bureaux de Montréal. Et le travail consiste à interpréter tous les dialogues pendant la procédure. Vous interprétez de la langue de la personne visée par la procédure vers le français ou l'anglais et vice-versa au moyen de l'interprétation consécutive. Le taux horaire est de $27 de l'heure. Ok, on vous donne $27 de l'heure. Alors, vous devez être citoyen canadien ou bien résident permanent. Vous devez vous devez terminer les études secondaires. Vous devez également apte à obtenir une code de sécurité. Ok, si vous avez un casier judiciaire, on ne va pas vous accepter. Et en même temps, on va faire quelques évaluations, aptitude en interprétation, traduction et puis langue officielle. Alors, si vous voulez postuler, envoyez votre CV, votre fiche de renseignement d'interprète et par l'un des moyens. On peut envoyer ça par télécopieur au 514-283-0164. Il y a aussi une adresse courriel ou bien l'adresse postale. Alors, ce que je vous dis, allez sur le site de la commission CISR. Tapez sur Google CISR. Vous allez voir les différents. Vous allez dans la partie recrutement. Vous allez voir cette situation. Ça va être important pour vous de savoir comment procéder pour devenir interprète. C'est $27 de l'heure et c'est beaucoup. Et puis avec ça, c'est assez intéressant. Maintenant, on continue. Immigration Canada a fait sortir une note pour expliquer un peu la situation pour les personnes à charge, puis la nouvelle définition de l'âge des personnes à charge. Parce que apparemment, les gens appellent beaucoup à l'immigration parce que on a l'impression que tout le monde veut parrainer tous les enfants, quel que soit leur âge. Alors que le règlement qui a été changé dernièrement dit que l'enfant doit être âgé de moins de 22 ans. C'est ce qu'on a dit. Mais on trouve des personnes qui sont venues au bureau cette semaine et leurs enfants sont âgés de 28 ans, de 27 ans, de 26 ans. Et ils vous disent, oui, on a changé la loi. C'est comme si on a changé la loi. On peut parrainer des enfants de tout âge. Il y en a un qui a dit, oui, vous savez qu'en Haïti, il y a des enfants de tout âge. Oui, on le sait. Il y a des enfants de 42 ans, de 50 ans. Mais cependant, Immigration Canada fixe à moins de 22 ans l'âge des personnes à charge. Alors, maintenant, ce que Immigration Canada a fait, sur le site de l'immigration, il y a un outil, il y a un formulaire en ligne. Si vous voulez savoir est-ce que votre enfant peut être parrainé, allez sur le site de IRCC, vous allez écrire les informations et automatiquement, je l'ai essayé à plusieurs reprises, automatiquement on vous dit oui ou non, vous pouvez parrainer ou pas. Alors, au lieu de nous appeler, des fois, c'est ce que des fois je ne comprends pas. Nous sommes là pour vous donner l'information. C'est pas nous qui prenons les décisions à l'immigration. Alors, on vous dit que l'immigration demande moins de 22 ans. Il y a un monsieur qui, cette semaine, son enfant a 22 ans. Alors, il nous dit, oui, mon enfant doit être parrainé. Alors, il a appelé l'immigration. L'immigration a dit, non, monsieur, votre enfant a déjà 22 ans, il ne peut pas être parrainé. Alors, lui, il nous appelle, mais pourquoi mon enfant ne peut pas être parrainé? Mais la façon la plus simple, il fallait demander à l'agent qui vous a parlé, pourquoi vous ne pouvez pas parrainer? Alors, on lui dit, votre enfant a 22 ans, vous ne pouvez pas le parrainer parce qu'on dit moins de 22 ans. Et là, maintenant, il dit, alors, de toute façon, je ne suis pas chanceux, alors de toute façon, je dois trouver un moyen. Moi, je pense que des fois, ça va trop loin parce que vous êtes dans une situation, notre rôle est de vous donner l'information pour savoir comment procéder, mais quand vous nous dites que, oui, votre enfant doit être parrainé, ça, il faut dire ça à l'immigration parce que nous, on n'est pas responsable de ça. Alors, on vous le dit,
c'est les enfants âgés de moins de 22 ans. Si votre enfant est âgé de plus de 22 ans, il doit avoir des problèmes, il doit avoir par exemple des problèmes, c'est-à-dire au niveau mental, au niveau physique, et ces enfants-là dépendent de vous pour le reste de leur vie et pour l'essentiel de leurs besoins. Alors, mais si votre enfant n'est pas dans cette situation-là, vous ne pouvez pas le parrainer. Alors, si vous voulez maintenant savoir plus, ou bien si vous voulez protester auprès du gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui fait les lois, qui fait les règlements. Maintenant, le Conseil canadien pour les réfugiés demande au gouvernement canadien d'augmenter les niveaux pour les réfugiés, parce qu'on sait que d'ici quelques jours, le gouvernement canadien va donner les taux d'immigration pour l'année prochaine. Le Conseil canadien demande au gouvernement une hausse dans toutes les catégories de réfugiés dans le cadre d'une augmentation générale des niveaux d'immigration. En tant que Canadiens, nous avons la possibilité d'offrir la protection à un plus grand nombre de personnes qui en ont désespérément besoin, des personnes qui ont dû fuir au péril de leur vie, a déclaré Loli Rico, présidente du Conseil canadien pour les réfugiés. Il demande au gouvernement du Canada d'augmenter le nombre de réfugiés, de s'assurer que le nombre de réfugiés parrainés par le secteur privé est suffisant, de s'assurer que les niveaux pour les demandeurs d'asile acceptés sont suffisamment élevés compte tenu du nombre de demandes pour qu'ils puissent rapidement obtenir la résidence permanente. Ok, c'est ça. Il recommande que les niveaux annuels globaux d'immigration soient fixés à au moins 1% de la population. Alors c'est ça, c'est une recommandation du Conseil canadien pour les réfugiés. Ensuite, on nous dit également que on retrouve de plus en plus de réfugiés, pas de réfugiés, mais de demandeurs d'immigrants africains ici au Canada. On sait qu'il y a 61% des gens qui viennent de l'Asie, mais en même temps, après l'Asie, c'est l'Afrique qui domine. Il y a 5 pays de l'Afrique qui ont beaucoup d'immigrants. Alors on constate qu'il y a de plus en plus, surtout les Maghrébins, ils viennent en grand nombre, le Nigeria, l'Algérie, le Maroc, et ce sont les pays francophones qui trônent. Après le Nigeria, c'est l'Algérie et le Maroc, 2 pays francophones qui trônent au sommet des pays africains, source de l'immigration à travers le Canada. On constate également qu'il y a de plus en plus d'Arabes au Québec. Okay? On sait que cette semaine, on parle de la loi 62, avec la question du port, du niqab et tout ça, et ça crée des vagues. Alors on dit qu'en date de 2016, 213 000 Arabes ont élu domicile au Québec, soit un peu plus d'1 sur 5 à travers le pays. L'Ontario arrive en deuxième position avec 210 000 résidents en province de pays arabes. Okay? Et ensuite, on constate de plus en plus, il y a une vague de Philippins qui arrivent ici. On continue. Le Canada recherche également des travailleurs belges à Bruxelles. Il y a actuellement une délégation qui se prépare à aller à Bruxelles pour organiser le Forum Destination Canada. Chaque année, le Canada accueille 300 000 immigrants, dont environ 60% sur une base économique. Alors, ce que le Canada fait, les autorités font, elles organisent un forum destination en vue de faire la promotion du Canada dans les écoles, dans les universités, parce que le Canada a besoin de jeunes plus mobiles, plus éduqués. Et à ce moment-là, il faut aller là-bas pour leur parler, pour leur dire exactement comment on compte sur eux. C'est ça la situation. Bon. Maintenant, on continue, on va à Québec. Québec qui prévoit accueillir jusqu'à 53 000 immigrants en 2017. Et parmi les 53 000, vous vous rappelez ce que je vous disais? On dit que dans 53 000, on va avoir surtout 59% qui vont être issus de l'immigration économique, travailleurs qualifiés, jeunes d'affaires, et 44% devraient connaître le français avant leur arrivée. Alors, ça veut dire que c'est ça. Si 44% doivent connaître le français à leur arrivée, comment on explique que 47% des immigrants qui vont arriver au Québec en 2018 viennent de l'Asie?
est-ce que l'Asie représente le continent où l'on parle davantage le français? Alors, il y en a qui vont dire, oui, les gens, même s'ils ne parlent pas le français à l'école ou bien à la maison, ils peuvent apprendre le français. Mais si c'est une province francophone, et si vous avez d'autres pays francophones qui sont prêts à offrir, qui sont prêts à venir au pays, pourquoi vous les laissez de côté et pourquoi maintenant vous allez demander à des gens d'aller apprendre? Comment on explique qu'au Québec, parmi les pays qui offrent plus d'immigrants, la Corée du Sud, Hong Kong, mais comment on explique ça? Ça veut dire dans une province francophone que la Corée du Sud peut offrir plus d'immigrants que la Côte d'Ivoire, que le Congo, qu'Haïti, que le Sénégal. Mais comment on peut expliquer pareille chose? Et c'est ça, cette politique de 2 poids, 2 mesures. C'est-à-dire, dans le discours officiel, oui, c'est une province francophone, on fait la promotion du français, mais au fond, c'est-à-dire, on cherche des gens qui viennent ici pour apporter de l'argent, et puis, même s'ils ne parlent pas la langue, on s'accommode, on trouve une façon pour les faire venir. Et ça, c'est vraiment incroyable. Et encore, on a un autre article de Isabelle Porté à Québec qui dit « Le Québec a de la difficulté à attirer les immigrants francophones. Leur proportion est tombée de 62% à 42% en 5 ans. » En 5 ans, on a dit que ça a baissé radicalement, en passant de 62 à 42. Et le ministère dit qu'il ne voit pas de solution à court terme. Le ministère s'attend à ce que la part de francophones augmente à peine en 2018. C'est l'équivalent d'environ 21 420 personnes sur l'ensemble des immigrants. On a toujours dit derrière ce micro que le Québec, c'est la province qui a le sol migratoire le plus négatif de toutes les provinces canadiennes. Les gens viennent mais ne restent pas parce qu'ils sont venus, parce qu'ils parlent français. Okay? Et une fois arrivés ici, on leur dit si vous ne parlez pas anglais, vous ne pouvez pas travailler. Voilà le contraste. Et les gens disent, au lieu de se faire dire qu'il faut parler anglais pour travailler dans une province francophone, c'est préférable d'aller dans une province anglaise. Et là maintenant, on va vivre en anglais, on va travailler en anglais, on va faire tout en anglais. Les gens viennent et ne restent pas, ils vont en Ontario, ils vont ailleurs, parce que c'est pas normal qu'on soit venu ici pour travailler en français, pour vivre en français. On n'est pas contre l'anglais. Ça veut dire que l'anglais, c'est une langue comme toutes les autres langues. C'est-à-dire que tout le monde a intérêt à parler plusieurs langues. Mais quand vous faites venir quelqu'un qui est un professionnel, qui a travaillé, qui a étudié en français, et la première chose qu'on lui dit, si vous ne parlez pas anglais, vous n'allez pas travailler, là, c'est vraiment, c'est rouler les gens dans la farine. Alors, comme je vous disais, ici, on a 47% de personnes qui vont venir de l'Asie, 21% vont venir de l'Afrique, 18% vont venir de l'Europe et la dernière portion, 14% pour l'Amérique. Et quand on parle de pays d'Amérique, si vous allez sur le site de l'immigration du Québec, vous allez voir les 14%, les États-Unis, il y a beaucoup d'Américains qui viennent s'installer ici, ça crée encore un problème. Alors voilà la situation. Quand vous êtes, par exemple, en Haïti, vous vous plaignez, oui, on ne peut pas appliquer, alors vous allez comprendre que vous ne faites pas partie de ce plan-là. Seulement ça. Et il y a un article qui est sorti dans le Nouvelliste, là on parle de la situation d'Haïti, on dit « Supprimer le TPS ferait perdre des milliards de dollars à l'économie américaine ». On dit il y a 300 000 ressortissants de Salvador, Honduras et Haïti qui vivent aux États-Unis avec un statut de protection temporaire. Okay? Alors, on dit que les États-Unis perdraient 164 milliards de dollars de leur produit intérieur brut au cours des 10 prochaines années si les bénéficiaires de ce statut TPS venaient à quitter le marché du travail américain et seraient forcés de retourner chez eux, selon Donald Trump. C'est ce que le Centre pour le Progrès américain CAP a dévoilé cette semaine. Si les détenteurs perdaient leur autorisation de travail, cela se traduirait par une réduction de 6,9 milliards de dollars de contributions à la sécurité sociale et à l'assurance maladie sur une décennie, d'après les calculs de Immigrant Legal Resources Center. En même temps, on dit que les employeurs auraient des coûts de roulement de 967 millions de dollars.
Alors, ces gens-là, ils sont aux États-Unis. 90% des détenteurs viennent du San Salvador, Honduras et Haïti. En 2015, 60% des bénéficiaires sont des Salvadoriens, 18% des Honduriens, 15% des Haïtiens, 7% d'autres pays. OK? Alors, c'est ça que je vous dis. On a actuellement 195 000 Salvadoriens qui sont aux États-Unis qui attendent, 57 000 Honduriens et 50 000 Haïtiens. Bon, peut-être que c'est moins que 50 000 Haïtiens parce qu'il y en a qui sont venus ici. Alors là, maintenant, on dit, on va voir. Le 6 novembre, les Salvadoriens et les Honduriens vont savoir si oui ou non ils vont rester. Et si on leur dit qu'ils ne vont pas rester, où est-ce qu'ils vont venir? Là, c'est la grande question. Et en même temps, le gouvernement américain va prendre une décision pour savoir si on renouvelle pour ces 3 groupes ou bien si on ne renouvelle pas. Actuellement, il y a eu une manifestation en Floride cet après-midi. Alors, et on va essayer de voir si on peut trouver Marlène Bastien tantôt. Mais elle nous disait que ils font pression sur le Congrès pour essayer de voir si Donald Trump peut prendre une décision favorable. On sait que le gouvernement haïtien a demandé une prolongation de 18 mois. Qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Alors là, voilà la situation. Et le gouvernement américain va perdre près de 164 milliards de dollars en 10 ans si ces 300 000 personnes quittent le pays. Alors, est-ce que Donald Trump va aller dans cette direction-là? Mais on sait avec lui, rien n'est sûr. Pour terminer, on a au niveau de la Guyane, Emmanuel Macron trouve que le président français, il dit que dans le souci de dissuader l'immigration en Guyane, il était à Cayenne jeudi, il a sorti des annonces fortes, notamment son intention de réduire à 2 mois le versement de l'allocation versée aux demandeurs d'asile et conditionner à 15 ans de résidence sur le territoire l'accès aux revenus de solidarité active qui sera démonétisé. Alors, pour M. Macron, si les Haïtiens vont en Guyane, c'est parce que la Guyane offre trop d'avantages. Alors lui, il va s'organiser pour réduire les avantages et à partir de là maintenant, ils vont devoir quitter le pays. Il dit que on a à peu près 40 à 50 000 personnes qui sont en situation irrégulière en Guyane. On trouve que c'est pas normal. Ça veut dire qu'on a trop de personnes qui viennent en Guyane et là, ça crée un problème pour le système. Et puis, il dit, il faut résoudre ça. Alors, on prend une pause parce qu'il faut faire le rappel, parce que l'heure avance. Et là, on va vous parler d'autre chose très rapidement. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration, où un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82.
Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on va faire rapidement un rappel des nouvelles les plus importantes. D'abord, pour les questions de visa de visiteurs, vous savez que on est rendu à la fin du mois d'octobre. Il reste à peu près un mois et demi. Si vous voulez faire venir vos parents pendant les fêtes de fin d'année, alors c'est le moment d'y penser parce que là, ça prend un mois et demi pour faire la demande. Alors, vous savez qu'un visa reste un privilège et non un droit. Tout ce qu'on fait, nous, au niveau de Vision Max Service, c'est de vous aider à préparer le dossier et la décision finale, ça revient au consulat et qui traite le dossier. Alors, faites vite et passez nous voir. On va évaluer avec vous. Si on constate que ça ne vaut pas la peine, on va vous le dire. Et si vous voulez faire vous-même votre démarche, vous la ferez. Mais on va vous dire exactement, on va vous donner l'heure juste, on va vous dire à quoi vous devez vous attendre. Maintenant, pour ceux qui ont l'intention de voyager également, allez vérifier la date d'expiration de votre carte de résidence parce que c'est important. Et si ce n'est pas à jour, vous allez voyager, vous risquez d'avoir des problèmes à l'étranger. Maintenant, pour les questions on rappelle les choses, pour les enfants en charge, les gens qui veulent faire venir leurs enfants, on leur dit, depuis le 24 octobre, c'est moins de 22 ans. Ok, c'est moins de 22 ans et si vous voulez confirmer ça, allez sur le site de l'immigration, il y a un formulaire en ligne, vous allez mettre vos informations et ça va vous dire si oui ou non, vous pouvez vérifier, à moins que vous donniez la vérité également. Si vous ne donnez pas la vérité, alors si vous dites que votre enfant est âgé de moins de 22 ans, on va vous dire oui, c'est possible. Ok. En même temps, pour la citoyenneté, on vous dit, depuis le 11 octobre, on a changé les règles de 4 ans à 3 ans. Alors, vous voulez également faire votre demande de citoyenneté. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous préparer pour faire votre demande de citoyenneté. Alors, il y a des règlements, il y a des critères à respecter. Ok? Encore, on vous dit, nous ne sommes pas là pour vous dire au téléphone que oui, j'ai eu ma résidence en 2013, j'ai voyagé seulement pour 15 jours, est-ce que je peux appliquer? C'est pas notre rôle. On n'est pas là pour vous dire ça. Vous voulez faire votre demande de citoyenneté, vous nous appelez, vous passez au bureau, vous prenez un rendez-vous, vous passez au bureau et avec ça maintenant, on vous aide à préparer votre dossier et à l'envoyer. Mais c'est au téléphone, c'est sûr que c'est pas notre travail ça. Le permis d'études, pour ceux qui veulent venir étudier, surtout au mois de février, au mois de mars, parce que le mois de décembre, c'est un peu vraiment court comme délai. Alors, vous passez nous voir, on regarde avec vous la situation et puis on voit si oui ou non on peut appliquer, on peut effectivement faire la demande pour vous. De plus en plus, dans les refus, on dit aux gens que c'est pas parce que la personne ici au Canada n'a pas les moyens, c'est parce que la personne en Haïti ou bien à l'étranger court un risque, et si jamais elle vient, elle ne va pas revenir, elle ne va pas retourner dans son pays. Alors c'est surtout ça qu'on donne comme raison. En même temps, au niveau de la commission de l'immigration et du statut de réfugié, j'ai vu plusieurs personnes cette semaine qui sont en situation difficile parce que il faut que je dise ça en créole pour que ces gens-là puissent comprendre. Il y a un FDA pour le déposer, il dit l'autre quitter le même avocat ou bien le même consultant pour te déposer pour eux, mais surtout pendant le même avocat pour c'est être juridique que tu dossier ça pas déposé et commission immigration envoyé une lettre ba yo, li dit yo fait désistement et après ça a commencé le processus pour déporter yo. Alors ça n'a dit non, nous prions de grâce quel que soit, même si c'est monde qui ensemble avec moi, si nous avons un dossier, nous avons une date échéance nous avons prévenu, assurez-nous que date échéance là respectée, assurez-nous que nous allons déposer dossier nous, ou bien si nous pas le déposer, assurez-nous que bureau a déposé pour nous, il a mettez un saut sous copie FDA pour nous gagner la main nous. Parce que si nous pas gagner la main nous, là ça n'a pas de problème. Alors c'est ça qui est important. Alors qu'on y a là, il y a un pile monde qui l'a couru, qui l'a chaud parce que mes situations qui arrivaient avec ça. Alors ensuite, pour boîte que je mettais, c'est à l'intérieur de commission, je mettais, c'est pas dehors. Alors ça arrivait au même, ça veut dire que les gens étaient annoncés là, quand c'est une boîte pour déposer documents, mais c'est à l'intérieur, ça veut dire que si le bureau a fermé, ou pas capable de déposer lui encore. Alors, on vous le dit,
Maintenant, il y a de plus en plus de cas qui sont annulés. Jusqu'à présent, on a 5% de cas qui sont traités. L'homme a dit non, il y a 50% de dossiers déjà traités, ce n'est pas vrai du tout. Qui est-ce qui a intérêt pour avoir information ça? Je ne connais pas, mais Kounia nous connaît que le dossier nous là, et il commence après les mondes, et en pile dans nous pas gain accompagnement, on a présenté l'audience. Kounia a fait deux audiences par le matin, 2 audiences après-midi. Ça veut dire un monde qui sorti Brésil, un monde qui sorti États-Unis dans le programme TPS. Ça veut dire que monde ça, il y a 2 audiences et ce qui dure à peu près 1 heure de temps, alors que l'autre monde il y a une audience qui 3 heures de temps. Et en même temps, commissaire il dit monde ça qui vient le moment que n'a parlé là, monde ça a une protection aux États-Unis. OK, il y a une protection, ça veut dire que nous venons demander protection au Canada. Alors ça veut dire que là, c'est des situations extrêmement difficiles, extrêmement compliquées. Un monde qui n'a aucun accompagnement, avoir des difficultés pour passer dans l'étape. Maintenant, pour la question de travailleurs qualifiés, pour les gens qui sont situés à l'étranger, qui nous écoutent et qui nous demandent c'est quoi ils doivent faire, jusqu'à présent pour Québec, c'est Silence Radio, on n'a pas de nouvelles, on ne sait pas quand on peut avoir une date pour déposer les dossiers. Depuis l'année 2017, le ministère de l'immigration du Québec n'a pas donné de date. OK? Ça, on n'a pas ça. Ensuite, pour entrer express, vous nous contactez et on va vous aider à voir ce qui est possible. OK? Ça, c'est pour la question de travailleurs et pour la question de, pas travailleurs qualifiés, non, au niveau de programme entrée express. Maintenant, la question de parrainage, on constate qu'il y a beaucoup de gens qui se font refuser parce que de plus en plus, on est en situation où il y a des entrevues et malheureusement, au niveau des entrevues, ça ne fonctionne pas. Alors, on vous le dit, vous voulez parrainer vos parents, tout ce qu'on vous demande, c'est de vous organiser pour faire votre demande et, par exemple, d'avoir les bonnes informations pour procéder. Alors, c'est bien ça. De toute façon, on va passer à Michel pour ces questions et on va voir si on peut trouver Marlène Bastien entre-temps. OK. Alors, Maître François Jean-Denis, félicitations pour votre émission. Maître Jean-Denis, je viens juste d'arriver au pays. Je fais partie des gens qui viennent juste d'arriver. Maître Jean-Denis, moi, mon avocat, c'est l'avocat aide juridique. Ça veut dire, selon ce qu'on m'a dit, avocat qui est payé par le gouvernement. Est-ce que si j'ai un avocat aide juridique, je sais que la question est un petit peu délicate quand même pour toi, Maître Jean-Denis, mais je te pose quand même la question. Est-ce que mon avocat, et pendant que je travaille pour le gouvernement, est-ce que cet avocat-là peut me facturer, a le droit de me demander l'argent? Bon, et lorsque la personne a eu l'aide juridique, on lui a donné les coordonnées de l'aide juridique. Alors, cette question-là, elle doit, par exemple, poser directement à l'aide juridique, est-ce que l'avocat doit facturer? Ça, nous, on n'est pas là pour répondre à toutes les questions des gens. Ils sont là-bas. D'abord, ils peuvent demander ça à l'avocat. Deuxièmement, ils peuvent appeler l'aide juridique. Selon ce que cette personne selon ce qu'elle a dit, elle sait que c'était un petit peu délicate la question, mais là, elle a dit peut-être que ça pourrait aider d'autres personnes qui sont dans la même situation qu'elle. Voilà pourquoi elle a posé la question. Alors, elle peut toujours, les autres personnes qui nous écoutent peuvent également poser la question à l'aide juridique. Mais c'est sûr que aide juridique, là, si je comprends bien, Maître Jean-Denis, tu veux parler de l'avocat, mais l'avocat va jamais... Non, il y a le bureau de l'aide juridique. OK. Le bureau de l'aide juridique va donner toutes les réponses à ces questions-là. Bon, alors, et maintenant, je veux justement faire le point sur peut-être une situation. Bon, c'est sûr que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent d'arriver, qui nous écoutent. On veut pas quand même jouer le rôle de moraliste dans cette émission. Mais on peut toujours donner certains conseils à nos frères et sœurs qui nous écoutent. Et pour les gens qui viennent d'arriver, là,
les gens qui ont leur permis de travail dans la main. Je sais qu'il y a des gens qui viennent des États-Unis, des gens qui sont habitués à faire 2-3 jobs, mais pendant ces gens-là ils étaient illégaux, puis ils font 2-3 jobs. Mais quand vous arrivez au Canada, là maintenant, on vous donne un permis de travail. C'est pour chercher un travail, c'est pour aller travailler. Pendant que vous avez ce papier-là dans la main, si vous vous amusez à prendre l'aide du gouvernement, le bien-être, et vous faites 2-3 jobs en dessous de la table, un jour, ça va vous coûter cher. Là, oui, ça va vous coûter cher. Parce que moi, je dis souvent, quand vous arrivez dans un pays comme le Canada et que vous restez toujours sur l'aide sociale, si vous n'êtes pas malade, vous êtes ferme à travailler, on vous considère comme, je le dis, on vous considère comme un cancer même pour le pays. Que si vous êtes malade, je comprends. Mais à un moment donné, on va vous demander depuis est-ce que vous travaillez. Si après 2-3 ans, vous restez toujours sur l'aide sociale, vous cherchez aucun travail. Écoute, quand vous êtes jeune, je sais que c'est très difficile. Alors, on ne veut pas jouer le rôle de moraliste, mais je sais que vous écoutez cette émission et on vous dit toujours les choses comme elles sont. On vous conseille de trouver un travail quand vous avez votre permis de travail dans la main. Ok. Alors, on nous fait signe qu'on a Miami avec nous. Et bonjour, c'est Monsieur Melnick. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Allô? Apparemment, on n'a pas pu trouver. C'est Monsieur Mekné qui remplace Madame Marlène Bastien, d'après ce qu'on m'a envoyé comme message. Ça veut dire qu'il y a eu une manifestation à Miami. Et au niveau c'était surtout pour demander au Congrès, aux députés, aux sénateurs, ou bien au Congrès, par exemple, ce qu'on devrait faire pour les personnes qui sont concernées par le TPS. On a les Salvadoriens, les Honduriens et les Haïtiens. On a 3 groupes qui sont concernés et ça fait presque 300 000 personnes. D'ici le 22 juin, et on aura pour les Haïtiens et le 6 juin, d'ici le 6 novembre, on aura par exemple, on donnera la nouvelle pour les Salvadoriens et les Honduriens, mais d'ici le 22 novembre pour les Haïtiens, et on sait que c'est une situation extrêmement compliquée. Alors 300 000 c'est beaucoup. Alors on se dit, si vraiment le gouvernement américain ne prend pas une mesure en faveur de ces gens-là, c'est sûr que ça va être très très compliqué à ce niveau-là. Alors on vous le dit, on suit de très près pour vous. Peut-être qu'on ne pourra pas parler à Marlène ou bien à l'autre qui devait nous parler. Mais cependant, la semaine prochaine, on va revenir avec l'information. Parce que déjà, il y en a qui appellent pour savoir, oui, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut ouvrir? Est-ce qu'on peut venir? Moi, j'ai toujours dit d'ailleurs ce micro, la frontière canadienne avec les États-Unis n'a jamais été fermée, elle n'a jamais été ouverte. Les gens qui remplissent les critères, qui remplissent les conditions prévues par la loi, peuvent toujours entrer. Mais si vous ne remplissez pas les critères, ça veut dire que vous allez avoir de la difficulté pour le faire. Alors, on a toujours dit que la solution, elle est aux États-Unis. C'est ça qu'on a dit même avant la crise. Parce que si on est 1 million d'Haïtiens aux États-Unis, on devait faire trembler Miami, faire trembler New York et demander à ces gens-là de prendre une décision en faveur. Parce qu'il y a 300 000, imaginez, on a 300 000 personnes concernées par le TPS et ensuite on a leurs parents qui sont résidents permanents et citoyens américains. Alors on ne comprend pas qu'on ne peut pas réunir 200 000 personnes, 300 000 personnes, par exemple, soit à Miami, soit à New York. C'est incroyable. En tout cas, ça c'est vraiment quelque chose qu'on ne comprend pas. Mais comme c'est tout pour aujourd'hui, puisqu'on a déjà presque 7 heures, alors on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une émission similaire. Alors que l'émission que vous venez d'écouter est une courtoisie de Vision Max Service. Pour trouver Vision en Haïti, 48 20 78 18, 48 20 78 18 pour les gens qui viennent de me téléphoner pour le téléphone de Vision à Montréal. Prenez plume et papier s'il vous plaît. 438 876 9398
438-876-9398. Cette émission est une courtoisie également de Michel Studio de Beauté. Mesdames, pour être plus belles, là, il faut passer au 91 37 puis 9 au coin de la 46e. Alors, messieurs, faites la même chose. Vous voulez faire votre transfert d'argent avec Cam Transfert, qui est le leader dans ce domaine, dans le domaine de transfert d'argent. Il faut passer chez Michel, là, 7 jours sur 7, même les dimanches, pour faire votre transfert d'argent en toute quiétude. Alors, et vous pouvez toujours visiter notre page Facebook, Michel Studio de Beauté, et Instagram, michel.studio. Vous pouvez toujours nous écrire et Michel Studio de Beauté à commercial@gmail.com. Nous avons un spécial pour enfants, pour coupe de cheveux. Lundi et mardi, $8 pour adultes. Et c'est $10 lundi et mardi. Et pour vous, les belles créoles, la permanente, c'est $35. Lavage simple, c'est $20 seulement. Lundi et mardi, c'est pour un temps limité. Maintenant, un service de barbier, coiffure, et épilation, extension de cils, extension de cils, pose d'ongles. C'est des services que vous pouvez trouver chez Michel